Bonsoir tout le monde, et merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce concert conférence. Je suis ravi d'être de retour à Vetetabelis, dans ce cadre vraiment chaleureux, intimiste, qui évoque la culture, l'hospitalité, tout comme sa fondatrice. Et vraiment, je suis très reconnaissant à Sénat pour me donner l'occasion vraiment de revenir cette année encore avec un nouveau programme à partager. Et donc je vois qu'il y a pas mal de visages familiers déjà qui étaient là l'année dernière. Mais par ailleurs, pour ceux qui ne sont peut-être pas très habitués au concept, somme toute, assez anglo-saxon
d'un récital conférence. Il s'agit tout simplement d'un récital de piano dans lequel je parle pas mal et où quand j'entre les œuvres dans le contexte, j'en discute, j'en parle un peu. Alors, étant donné que je suis avant tout musicologue, n'est-ce pas, il faut savoir que vous n'échapperez pas à mes petites remarques, mes anecdotes, ceux qui étaient là l'année dernière le savent, à mes petits commentaires, des formations professionnelles obligent. Et alors, donc, nous voilà de retour avec un programme autour des pèlerinages musicaux, des pèlerinages en musique. Et vous êtes peut-être déjà en train de vous demander, à juste titre d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un pèlerinage musical, pèlerinage en musique? Alors je vous rassure, déjà, il ne s'agit pas d'un concert de musique sacrée. Je ne compte pas faire la compétition avec la concurrence à Beyrouth Chant. Je sais qu'on a déjà eu une très belle saison de musique sacrée à Beyrouth. Donc non, ce n'est pas pèlerinage dans le sens religieux du terme, mais dans une définition plutôt large et au sens figuré, on va dire. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai choisi plusieurs œuvres du 19e et du 20e siècle, du répertoire pour piano, qui, toutes de près ou de loin, s'articulent autour de ce thème des pèlerinages en musique, que ce soit d'un point de vue au sens littéral, mais aussi dans une veine plus métaphorique. Alors, notamment, je vais parler du grand compositeur du 19e siècle, Franz Liszt, et de ses fameuses années de pèlerinage, c'est-à-dire son fameux cycle pour piano inspiré par ses voyages en Europe. Donc là, nous avons vraiment un pèlerinage spirituel dans le plus grand sens romantique du terme. Mais d'autre part, je vais parler d'une autre forme de pèlerinage chez Liszt. Et il s'agira de son hommage au grand compositeur d'opéra Richard Wagner, qui fut aussi son collaborateur et son ami. Par ailleurs, la pièce centrale du programme aujourd'hui, je dirais, ça va être ce magnifique cycle pour piano, justement du XXe siècle, par le grand compositeur tchèque, Leos Janáček. Alors là, ce cycle qui s'intitule Sur un sentier découvert, ça va être, comme je dirais, une recherche du temps perdu en musique, donc une évocation très nostalgique. Je vais passer, comme l'indique son titre. D'ailleurs, Sur un sentier découvert, c'est évidemment le sentier recouvert de la mémoire du souvenir. Et dans un sens, je crois que c'est aussi le cas de cette petite pièce que je viens de jouer en guise d'introduction, qui s'intitule Paris, mélodie d'automne, par notre grand compositeur libanais, Charles Khoury. Alors, je n'ai pas parlé très longtemps sur cette pièce, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, mais j'aimerais quand même jeter un coup d'œil à cette partition véritablement magnifique. Et je crois qu'elle ancre le décor pour notre première partie du concert, de nostalgie. Et donc je pense qu'elle est vraiment évocatrice de tous ces sentiments de nostalgie, d'éloignement et même d'exil, surtout au vu de la thématique de l'œuvre de Charles Khoury en général. Alors Charles est né à la base au Liban, mais comme beaucoup d'autres Libanais, il a dû émigrer durant les années de la guerre civile vers Paris, justement, où il habite encore. Et c'est là que le titre de cette pièce, je crois, prend son sens le plus intéressant et le plus profond. Et effectivement, l'œuvre de Charles, en général, que ce soit son œuvre pianistique ou son œuvre symphonique, évoque justement ce thème de l'éloignement, de la distance et, bien sûr, de l'exil, surtout par rapport au vécu du compositeur. Et je pense que cette pièce-là n'est pas une exception, et c'est ce qui la rend assez intéressante. Alors, très brièvement, on peut se remémorer le très bref motif qui ouvre le début de la pièce, et puis bien sûr se transforme et se développe au cours du morceau, et qui est celui-ci, ce très bref motif en carte ascendante, comme qui dirait un appel de corps qui se répète au lointain. Alors, remarquez comment ce bref
se répètent sur ces longues pédales et tour à tour émergent et se font à nouveau dans, comme il dirait, ce brouillard harmonique tout le long de la pièce et provoquent donc ces effets de résonance, d'écho, de récurrence. Et c'est, je crois, l'une des évocations chez Pschorr-Lacour et en général les plus poétiques de cette distance, de cet écho et de cet exil. Alors j'ai parlé d'appel de corps évidemment parce que je pense justement à l'œuvre symphonique de Schade qui évoque cette distance, cette conception presque spatiale de l'éloignement à travers des procédés similaires. Je pense à notamment sa fameuse symphonie intitulée Les ruines de Beyrouth, composée durant la guerre civile libanaise, mais aussi plus spécifiquement à son concerto pour corps et orchestre, qui est plus récent et qui date à peu près de la même période que cette pièce-là, et qui évoque cet éloignement dans une même veine, et qui aussi est dédié à la mémoire de la montagne libanaise, et justement à l'éloignement du pays natal. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce morceau-là. Je vous encourage vivement à vous plonger dans l'œuvre symphonique de Pschorr-Lacour, elle est absolument de toutes beautés. Mais pour l'instant, je crois que cette pièce introductive vraiment donne le ton pour le reste de notre programme aujourd'hui, qui justement évoque une nostalgie similaire et cette évocation du temps passé. Ce qui nous mène justement à, on va dire, la partie centrale du programme ce soir, et il s'agit de ce magnifique cycle de miniatures pour piano par le compositeur tchèque Leos Janáček, et donc qui s'intitule Sur un sentier recouvert. Alors déjà, je dois dire que la musique de Janáček n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. En tout cas, ici au Liban, on entend très rarement les œuvres de Janáček. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que, à mon avis, il s'agit d'un des compositeurs les plus intéressants du tournant du XXe siècle. Et précisément, Sur un sentier recouvert, ce cycle-là, c'est, je crois, l'une des œuvres les plus populaires, les plus jouées de Janáček avec ses opéras. Et il s'agit, en tout cas le premier volume, qui est celui que je joue aujourd'hui, il s'agit d'un cycle de 10 miniatures pour piano, plus ou moins courtes, avec leur titre très évocateur, que j'ai d'ailleurs inclus dans vos programmes, pour que vous puissiez suivre l'enchaînement. Des titres et des atmosphères qui évoquent des souvenirs d'enfance, d'une part, d'autre part, des scènes bucoliques, des scènes de la vie domestique, le folklore tchèque même, et aussi des images plus énigmatiques, plus mystérieuses, dont je vais parler dans un moment. Mais vraiment, toutes ces idées-là, articulées sous le signe, justement, de cette recherche du temps perdu, cette évocation de la mémoire, du souvenir. C'est la métaphore du sentier recouvert sur lequel vraiment on s'engage. Alors, la première partie du cycle, vraiment, vous allez le voir, comporte des pièces très légères, je vais dire, assez amusantes, bucoliques, avec vraiment des thèmes dansants, qui est empreinte de cette légèreté presque naïve, même enfantine, à beaucoup d'égards. Mais ce qui est plus important que cela, c'est quelque chose dont je veux vraiment parler aujourd'hui. Il s'agit d'un élément central au style musical de Janáček, qui est très présent dans cette œuvre-là. Il s'agit de sa fascination pour les rythmes, les inflexions du langage parlé, de la parole humaine. Et c'est un élément qui est central chez Janáček en général, et en particulier dans cette œuvre-là. Alors je parle de fascination, mais je devrais peut-être bien plutôt parler d'une véritable obsession clinique chez Janáček. Ses contemporains racontent l'anecdote, ses amis et ses contemporains, comme quoi il avait toujours son chronomètre en main dans diverses situations de la vie quotidienne, et qu'il essayait de justement saisir des bribes des paroles des gens autour de lui, de capter le rythme de la parole et de les inscrire en notation musicale dans ses petits carnets, pour ensuite justement les intégrer à son style musical. Et c'est véritablement un aspect qui est omniprésent dans ce cycle-là, mais plus généralement chez Janáček. Alors, Sur un sentier recouvert, véritablement fourmille, grouille de ces éléments extrêmement expressifs qui évoquent le langage en musique. Mais je crois qu'il y a une pièce en particulier dans ce cycle qui est vraiment emblématique de cet élément du langage musical de Janáček.
numéro 5 qui s'intitule « Elles papotaient comme des hirondelles ». Alors, évidemment, il y a une notion assez humoristique à cette évocation du langage, assez comique. Et ici, Yana Czech représente cette conversation incessante par un contrepoint très resserré entre deux lignes musicales qui se rejettent le même thème sans cesse, qui se coupent la parole, qui s'interrompent et jouent dans la surenchère sans cesse, sans jamais s'arrêter, et on dirait même sans s'écouter l'une l'autre. Alors, cette conversation est freinée entre les deux mécanismes. Musicalement, ça donne ceci. Alors, évidemment, il y a une dimension assez humoristique, assez joueuse, mais toujours est-il que c'est l'une des nombreuses évocations de la parole dans ce cycle-là. Et plus tard, parce que je vais jouer l'entièreté du cycle, vous pouvez prêter une attention particulière au moment où ces deux voix-là entrent légèrement en décalage et ralentissent le pas, comme qui dirait, pour commencer justement à se calmer et écouter ce que l'autre dit. C'est un moment aussi assez humoristique, mais je vais laisser vraiment votre imagination faire son travail. Alors, il y a un autre élément qui m'intéresse dans ce cycle-là, et vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de ce qu'on appelle le figuralisme musical, la description musicale, et plus spécifiquement, à beaucoup d'endroits, une sorte de peinture paysagère presque impressionniste en musique. Et je pense notamment au morceau numéro 4, qui s'intitule Notre-Dame de Friedeck, ou la Madone de Friedeck. Et c'est un cas intéressant parce que justement, il s'agit de la représentation d'un pèlerinage au sens propre du terme. Puisque ce monastère de Friedeck, il s'agit d'une église de monastères qui sont situés sur un promontoire dans la campagne tchèque et dominent une plaine. Et alors c'est un lieu de pèlerinage pour les fidèles de la région qui forment des processions et vont en pèlerinage en chantant des psaumes vers ce monastère-là, justement. Alors Yana Czech représente la scène en citant un thème, une mélodie de pèlerin, un chant de pèlerin, qu'il dit avoir écouté lors d'un de ses pèlerinages au monastère de Friedeck. Et il s'agit du thème principal du morceau qui est celui-ci. Alors, par ailleurs, ce qui est génial, c'est que Yana Czech ancre cette mélodie des pèlerins dans le paysage en accompagnant par le murmure des cloches qui résonnent dans le lointain. Et ça donne ceci. Alors, remarquez la subtilité avec laquelle Yana Czech représente cet effet de profondeur presque spatiale avec ses longues pédales, donc qui provoquent cette résonance, cet écho, et notez la légère dissonance du second majeur cachée dans l'accord qui provoque ce bourdonnement et donc cet effet d'écho, de résonance dans la distance. Alors c'est une peinture paysagère presque impressionniste, on va dire, qui nous place en immersion dans un paysage à travers des procédés vraiment très simples, basiques, mais quand même très évocateur, je trouve. Donc je pense qu'on va être en immersion dans ce paysage en musique. Et d'ailleurs, le compositeur indique avec beaucoup de précision sur la partition les moments où la mélodie des pèlerins se fait plus proche, les moments où elle s'éloigne, les moments où elle disparaît. Donc c'est vraiment comme si on suivait du regard cette procession, ce pèlerinage, dans un paysage à travers des moyens purement musicaux, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, on va penser à tout cela, je vais jouer l'entièreté du cycle dans un moment. Mais par ailleurs, j'aimerais dire aussi que dans ce cycle, mis à part cette simplicité apparente, très bucolique, très enfantine et naïve, il y a aussi un côté plus sombre et plus grave, surtout dans la deuxième partie du cycle, parce que beaucoup des pièces de cette deuxième partie ont été composées après une tragédie personnelle dans la vie de Yana Czech. Et il s'agit de
la mort de sa fille unique, Olga, qui décède dans les environs de 1902, si je me souviens bien. Et donc, je pense que la deuxième partie du cycle s'en ressent dans ces thèmes et le traitement de ces thèmes en musique. Et c'est le cas notamment de la pièce numéro 7, qui est le moment où je crois, dans ce cycle, la nostalgie se change plutôt en deuil, en une méditation sur le deuil. Alors cette pièce numéro 7 s'intitule Bonne nuit, et de prime abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une berceuse très naïve, très enfantine en do majeur. Mais en connaissance de cause, lorsqu'on connaît un peu les circonstances de la composition de cette deuxième partie du cycle, il est difficile de ne pas penser à Benoît Janáček rendre hommage à son enfant décédé par une berceuse. Alors ça, c'est un geste musical qui est beaucoup plus émouvant, beaucoup plus profond qu'une simple chanson pour enfants. Et d'ailleurs, le cycle s'achève aussi sur une image du deuil, mais une image un peu plus mystérieuse, énigmatique, qui nous laisse en suspens à la fin du cycle. Il s'agit de la pièce numéro 10 qui s'intitule « La chouette ne s'est pas encore envolée ». Alors, Janáček parle de cette image de la chouette qui lutte dans le lointain comme d'un symbole, justement, de deuil, comme d'un présage funèbre. La pièce ouvre avec les battements d'ailes paniques, frénétiques d'une chouette, suivis du ululement de cette chouette dans le lointain. Ce motif de la chouette se répète beaucoup dans cette pièce. Elle hante la pièce, on pourrait dire même, et elle alterne avec des passages en chorale plus consolateurs. Mais la pièce et le cycle avec s'achèvent sur une image plutôt mystérieuse, qui est là encore un son de cloche, mais cette fois il s'agit bien plutôt d'une sorte de larme funèbre, qui pourtant ne résout pas la tonalité de la pièce. Et donc là, à l'issue du cycle, Janáček nous laisse en suspens avec ce point d'interrogation musicale, qui, je crois, est une conclusion très poétique pour un cycle qui vraiment évoque la nostalgie, la mémoire et le deuil et toutes les vicissitudes de la vie en fin de compte. Alors, maintenant, sans plus attendre, je vous propose de nous engager avec Janáček sur cette exploration du sentier recouvert de la mémoire et du souvenir.
deuxième étape de notre pèlerinage. Et j'aimerais parler un tout petit peu du grand compositeur romantique Franz Liszt. De 1837 à 1839, Liszt s'embarque pour un voyage qui le mènera à travers l'Europe, pour passer par l'est de la France, l'ouest de la France, la Suisse, non, l'est de la France, la Suisse, et pour finir l'Italie. Alors ce voyage lui inspira ces fameuses années de pèlerinage, c'est-à-dire son grand cycle de pièces pour piano, inspiré donc par ces voyages, qui reste jusqu'à ce jour l'un des sommets, si on peut dire, de la littérature pianistique. Alors dans ces années de pèlerinage, Liszt va bien sûr commencer par effectuer une sorte de carnet de voyage en musique, donc de décrire des scènes qu'il observe, des paysages, des sites qu'il rencontre, mais bien plus que cela, c'est l'occasion pour Liszt de donner libre cours à sa passion pour la littérature romantique de son siècle. Et effectivement, des pièces du premier volume de pèlerinage dédiées à la Suisse portent des citations d'œuvres romanesques et poétiques de, par exemple, Senancourt, Schiller et Lord Byron, particulièrement du voyage de Charles Harold en Italie, de Byron. Donc là, Liszt s'inscrit vraiment dans la tradition littéraire, dans la tradition romantique du pèlerinage spirituel, du voyage d'apprentissage, du Wilhelmeister de Goethe à justement Charles Harold de Byron. Par contre, ce qui advient dans la deuxième partie des années de pèlerinage, c'est-à-dire celle qui est dédiée à l'Italie, Liszt s'éloigne un peu de la littérature romantique et se plonge dans la poésie de l'Italie médiévale. Alors c'est quelque chose de tout à fait différent. Liszt évoque notamment Dante et la Divine Comédie, après une lecture de Dante, ce fameux Inferno pianistique, que je ne jouerai pas ce soir, bien sûr. Mais d'autre part, ce qui m'intéresse aujourd'hui, Liszt évoque le grand poète lyrique Pétrarque, ou Francesco Petrarca. Alors Pétrarque est connu pour sa poésie d'amour qui s'inscrit dans la tradition de l'amour courtois médiéval, et qui sont recueillis dans son fameux Canzoniere. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, Liszt se livre à un anachronisme, je dirais, génial, dans le sens où il s'inspire de la poésie courtoise médiévale pour composer une série de 3 sonnets d'après Pétrarque, qui sont, comme il dirait, des sortes d'airs d'opéra italien dans le plus pur style du bel canto. Alors certes, c'est un anachronisme, mais dans un sens, la poésie tourmentée, passionnée de Pétrarque, faite de contrastes et vraiment au bord de la folie, a d'ailleurs beaucoup inspiré les romantiques. Alors le deuxième sonnet de la série des 3 sonnets d'après Pétrarque s'intitule Non trovo pace e non ho da far guerra. C'est le premier vers qui veut dire je ne trouve pas la paix et je n'ai pas de guerre à mener. Alors, Liszt ouvre la pièce inspirée par ce premier vers avec, comme il dirait, une sorte de recitativo accompagnato, comme on dirait à l'opéra. Donc c'est une éruption exubérante de l'orchestre. Alors après cette introduction orchestrale, on va dire, suit une sorte de recitativo secco, typiquement plus sombre, plus dépouillé, un passage normalement à l'opéra, qui est presque récité, donc parlé, chanté presque, où il introduit le thème principal de la pièce, mais sur un mode quasi parlato. Avec cette introduction, ces deux récitatifs, on pourrait très bien être dans une sorte, une scène ou un air d'opéra de, je dirais, Donizetti, Rossini, même Bellini, quelque part, mais bien sûr avec un twist, une tournure typiquement lisztienne. Et alors là, ce récitatif verse dans, bien sûr, un air d'opéra, une aria vraiment bouleversante de sensualité, de lyrisme,
avec toutes les fioriture, n'est-ce pas, les ornements du bel canto italien. Ce traitement opératique, je dirais, bien qu'anachronique, est dû quelque part au fait que ces trois sonnettes d'après Pétrarque ont été avant tout composées comme des mélodies pour ténor seul, avec accompagnement de piano, et qui ont été ensuite retravaillées par Liszt comme pièces pour piano et intégrées aux années de pèlerinage. Alors j'ai inclus d'ailleurs le poème d'origine de Pétrarque dans vos programmes pour que vous puissiez suivre. Et alors, on sait, au vu de cette adaptation vocale, de cette première version vocale, on sait vraiment comment Liszt a adapté les moindres inflexions du texte de Pétrarque, notamment, mais bien sûr, faute de temps, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Je vous invite, là encore, à laisser libre cours à votre imagination, et on va se lancer dans ce sonnet numéro 104 de Pétrarque, dans la magnifique version musicale par Franz Liszt dans les années de pèlerinage.
autre sorte de pèlerinage chez Liszt, et il s'agit de son hommage, ou de ses hommages, au grand compositeur d'opéra Richard Wagner, qui fut l'ami de Liszt, son collaborateur et son gendre plus tard. Et donc il faut dire que Liszt étant de nature très généreuse, Liszt a beaucoup fait pour Wagner à titre personnel, mais aussi au cours de sa carrière artistique. Liszt a notamment, je pense à quelques exemples, Liszt a notamment créé les premiers grands opéras romantiques de Wagner, tels que Lohengrin et Tannhäuser. À une époque, pratiquement, Wagner était une sorte de paria politique et exilé de Saxe suite à sa participation à la révolution de Dresde en 1848. Et donc c'est là que Liszt crée ses premiers opéras, auxquels Wagner ne peut pas assister parce qu'il est justement en exil en Suisse. Mais ensuite, plus généralement parlant, Liszt a beaucoup fait pour promouvoir ce que Wagner et lui appelait la musique de l'avenir, ou bien die Musik der Zukunft, c'est-à-dire l'idée qu'il se faisait de l'avenir musical de l'Allemagne, de l'avant-garde musicale allemande, dont il se considérait avec beaucoup d'ambition comme les chefs de file. Mais à vrai dire, je crois que le plus grand service et le plus bel hommage que Liszt ait rendu à Wagner, ça a été ces séries de transcriptions pour piano de passages des opéras de Wagner. Alors là, on pense bien sûr à la fameuse ouverture de Tannhäuser dans la version pour piano de Liszt, qui est considérée comme une œuvre du répertoire pour piano à part entière. Mais il faut savoir que Liszt a aussi transcrit des passages de Lohengrin, de la tétralogie du Ring, par exemple, et de Parsifal. Par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sa version de la scène finale de Tristan et Isolde, l'un des plus beaux opéras de Wagner. Et il faut dire que ce qui caractérise cette transcription et ce qui témoigne du grand respect, de la grande admiration que Liszt avait par rapport à cette œuvre-là, c'est le fait qu'il tente de se rapprocher le plus possible de l'original, de la partition orchestrale de Wagner. Donc ce que Liszt va essayer de faire, c'est de contenir l'ensemble de l'orchestre et de l'orchestre wagnérien, si bien pas peut dire, dans une partition pour piano, en essayant d'intégrer ces moindres détails, ce qui explique, entre autres, pourquoi il s'agit d'une sorte de monstre pianistique, comme vous allez pouvoir l'entendre. Alors, on le sait, l'opéra Tristan et Isolde s'inspire de la légende médiévale du même nom. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous invite à vraiment plonger dans cette 4h30 d'opéra de drame magnifique. Mais toujours est-il que cette scène finale, justement, c'est le moment où l'héroïne, Isolde, est enfin capable de retrouver Tristan, son amant, au moment où elle meurt. Alors évidemment, on est à l'opéra. Il s'agit d'une scène exaltée, on va dire extatique, que Wagner appelait d'ailleurs la transfiguration d'Isolde. Isolde est très clairon. Et ce n'est que Liszt, parce que c'est justement le moment où Isolde transcende son état mortel et fusionne avec Tristan au-delà de la vie même. Et ce n'est que Liszt, justement dans cette transcription, qui introduit le terme d'usage courant et qui est Isoldes Liebestod, ou bien la mort d'amour d'Isolde. Alors véritablement, il y a une infinité de choses dont je pourrais parler à propos de Tristan et Isolde, de cette transcription, de cette scène finale. On n'en finirait pas. Je pourrais parler bien sûr de la musique de Tristan et Isolde, du fameux accord de Tristan qui infuse cette tension harmonique dans la trame du récit, dans la musique et qui ne se résout justement à la fin. Je pourrais parler du contexte philosophique de sa composition, de la découverte par Wagner de la philosophie d'Arthur Schopenhauer, comment ça a affecté l'esthétique wagnérienne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais véritablement, on n'en finirait pas, on resterait ici jusqu'à demain, ou bien vous devriez lire ma thèse de doctorat. Je ne sais pas quelle alternative est. Mais dans tous les cas, on va essayer à voir. Mais en tout cas, c'est pourquoi je préfère m'en tenir là, pour le moment, et laisser la parole à la musique pour une fois, aujourd'hui. Et vous savez, lorsqu'un musicologue est à court de mots et préfère se taire, c'est assez unique, je veux dire. Et alors là, vous savez que vous êtes sur le point de vous retrouver face à face à l'une des plus belles pages véritablement
de l'histoire musicale. Alors on va conclure avec la magnifique transcription par Francis de la scène finale de Tristan et Isolde par Wagner.